Et du coup, cette matière qui est retirée, elle part en transport. Donc, il y a une phase qu'on appelle migratrice. Et cette phase migratrice qui est essentiellement transportée par l'eau, elle va comprendre des particules solides, qui sont des fragments de la roche-mère qui a été altérée, donc des minéraux qu'on lui a arrachés, qu'on a pu transformer, puis arracher, ou même carrément des ensembles, des petits fragments de cette roche, autrement dit des ensembles de ces minéraux, vont donner du coup ce qu'on appelle des sédiments, des sédiments qu'on va qualifier du coup de détritiques, puisque ce sont des déchets issus de la roche-mère altérée, puis érodée. Et puis à côté de ça, on a aussi des ions, donc en gros des atomes qui sont en solution, des solutés, et qui donc ne sont pas la phase solide, ne sont pas des particules, et ces solutés du coup sont aussi embarqués avec l'eau. Donc tout le monde visualise bien, il faut bien imaginer une zone d'altération, où on peut avoir une roche sédimentaire, une roche métamorphique ou une roche magmatique qui subit du coup l'altération physique ou chimique, puis ensuite une partie des produits issus de l'altération vont être emportés, c'est l'érosion, et transportés. Et cette phase migratrice, ça peut être soit des petites particules solides, comme des minéraux ou des groupements de minéraux, soit des ions en solution, des solutés. Alors justement, que va devenir du coup cette phase migratrice? Elle va subir du coup un processus de sédimentation. Et puis dans un troisième chapitre, on verra du coup le processus de diagénèse. Dans le processus de sédimentation, on va parler de sédimentation détritique quand on va faire référence en fait justement à ces particules solides que sont des minéraux ou des ensembles de minéraux qui sont partis là de la zone d'altération. Donc on va parler de sédimentation du coup détritique qui vont se faire dans différents milieux et avec des conditions hydrodynamiques différentes selon les milieux. Et puis on a aussi une sédimentation des solutés, mais cette sédimentation elle nécessitera forcément une précipitation de ces solutés. Alors soit une précipitation chimique, soit une précipitation biologique. Donc voilà, par exemple le Ca2+, et l'ion CO3 ils pourront du coup se combiner, former du CaCO3. Donc ce sera l'inverse de la dissolution, c'est ce qu'on va appeler du coup la précipitation. Et le précipitat, le précipité, il tombera, il sédimentera. Est-ce qu'il y a des questions sur ces notions? Est-ce que vous arrivez à bien visualiser dans vos têtes du coup ce que c'est que l'altération, puis l'érosion associée au transport, puis ensuite la sédimentation, avec une précipitation avant la sédimentation pour les du coup les ions en soluté, les ions en solution, les solutés. Pas de questions? Alors la première, du coup, dans le grand 1, en fait, on va voir justement la sédimentation détritique. Donc le dépôt de ces petites particules solides, que sont des minéraux de la roche-mère altérée ou qui ont été du coup érodés et transportés, ou alors même carrément des fragments de cette roche-mère altérée, comme par exemple un galet, un gravier. Donc du coup, on va parler de ça. Et au tout début, on va voir que la sédimentation, elle dépend en fait des conditions hydrodynamiques du milieu. Et on va s'intéresser d'abord à tout ce qui est transport jusqu'à la sédimentation et aux propriétés hydrodynamiques de l'eau. Alors, l'eau, les particules du coup détritiques, elles sont transportées en fait du continent qui subit l'altération jusqu'à l'océan par les cours d'eau essentiellement. Alors, bien évidemment, une petite partie est transportée par la glace et par le vent. On avait parlé d'érosion éolienne et d'érosion glaciaire, mais c'était très minoritaire par rapport aux gigatonnes qui étaient transportées par l'eau. Je vous rappelle le chapitre 1. Et du coup, cette eau, c'est un courant qui est unidirectionnel, qui se passe que dans un seul sens, qui est du coup orienté. On verra, par exemple, dans le milieu marin, avec les marées, on aura des courants bidirectionnels. Alors, quand on se rapproche ici, vous avez deux graphiques qui vous montrent ici la profondeur de l'eau. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans la tranche d'eau, par exemple, d'un fleuve. Donc, ici, vous auriez la hauteur de l'eau. Donc, en bas, on serait au fond du fleuve. En haut, on serait en surface du fleuve. Et du coup, on vous mesure ici la vitesse d'écoulement.
c'est vrai que la légende est pas mise, hein, mais c'est ici écrit profil de vitesse. Et donc, on voit que globalement, hein, plus je me rapproche du fond du fleuve et plus la vitesse diminue, hein, tout simplement à cause des frottements, hein. Alors, si je me place à une hauteur donnée, à une hauteur donnée, par exemple ici, j'ai une certaine vitesse, hein, une vitesse V1. Bien sûr, à la hauteur juste en dessous, je serai à une vitesse V2 qui est inférieure et ainsi de suite. Mais ici, si je me place à cette hauteur-là et que je suis à une vitesse V1 et que je me déplace latéralement, hein, c'est-à-dire, en gros, je suis toujours à la même hauteur, mais je me déplace selon les coordonnées, si vous voulez, euh, latérales, hein, latéraux plutôt, et ma vitesse va être constante. À ce moment-là, on va parler d'écoulement laminaire. Alors, les écoulements laminaires, en fait, ils sont très, très peu présents en fait dans des milieux dans l'eau liquide. Par contre, la glace, le glacier, c'est un écoulement laminaire. Alors globalement, hein, parce qu'effectivement, on avait vu que les bandes de Forbes étaient arquées. Donc ça veut dire que si je me place à une même hauteur, par exemple, la surface du glacier, la glace qui est en surface sur les côtés va plus lentement, s'écoule plus lentement que la glace qui est au milieu, à la surface, mais au milieu du glacier, hein. Alors c'est effectivement, c'est pas un écoulement laminaire au sens strict du terme, mais néanmoins la différence de vitesse, elle est très très faible puisque ça va être de l'ordre de quelques mètres par an de différence sur une vitesse qui était de l'ordre de 100 mètres par an. Donc, c'est un écart de vitesse de quelques pourcentages, hein, de quelques pourcents. Donc, c'est un écoulement qui va être laminaire et ça va être intéressant parce que du coup, comme les particules, si vous imaginez deux particules qui sont côte-côte dans de la glace, finalement, au cours de l'écoulement du glacier, les deux particules vont rester côte-côte et vont pas s'entrechoquer. Et donc, du coup, si ces particules étaient anguleuses, hein, puisque le glacier avait arraché du coup la roche au niveau de la paroi, les particules vont rester anguleuses, hein. Elles vont pas s'émousser, elles vont pas s'user et devenir des particules rondes, en tout cas euh, plus sphériques, comme des galets, hein. Donc on aura des particules anguleuses. Donc ça, c'est l'écoulement laminaire. L'écoulement laminaire, il est très peu présent en fait dans un cours d'eau. Dans un cours d'eau, on va pouvoir avoir un écoulement plutôt turbulent. Et là, ce qui va se passer, c'est que la vitesse en fait va varier latéralement. Et du coup, comme mes sédiments qui sont côte-côte ne vont pas à la même vitesse, et là avec des écarts très importants, ce qui va se passer, c'est que ils vont s'entrechoquer, il va y avoir des contacts, hein, ils vont vraiment s'entrechoquer dans le courant d'eau et du coup, progressivement, ils vont s'user, hein, et ils vont acquérir euh, une forme érodée, hein, donc une forme un peu sphérique, donc sous forme de galet et non pas de bloc anguleux. Donc ça, c'est intéressant parce que euh, si vous avez du coup un affleurement, enfin un dépôt sédimentaire, comme par exemple une moraine, je vous rappelle que la moraine, on avait vu que les blocs rocheux, hein, les galets, en tout cas tout ce qu'on pouvait voir, les graviers plutôt, hein, les particules qu'on pouvait voir, elles étaient anguleuses. Ça témoignait d'un écoulement du coup glaciaire, d'un écoulement laminaire plutôt. Alors que par exemple, si vous allez dans un cours d'eau, vous allez voir des blocs et des blocs et des galets, hein, des blocs qui seront aux formes arrondies, hein, et les graviers seront devenus aussi des formes plus arrondies, hein, donc des galets. Ça montre que l'écoulement du coup est turbulent, hein. Donc si vous trouvez un dépôt, il n'y a plus du coup l'agent de transport comme par exemple la glace, où il n'y a plus le cours d'eau, mais que vous trouvez un dépôt où les éléments de plus grande taille sont vraiment arrondis, de type galet ou bloc arrondi, vous pouvez supposer que le dépôt a eu lieu dans un milieu avec un écoulement turbulent, alors qu'au contraire, si vous rencontrez du coup par exemple une thylite, qui est une moraine consolidée, donc autrement dit, il n'y a plus de glacier, et que vous voyez des blocs qui sont très anguleux, ça montre que ces blocs, ils ont été déplacés, mais dans un écoulement laminaire. Et donc, vous pouvez supposer que c'est un écoulement, par exemple, par la glace. Et donc, du coup, vous avez affaire à une ancienne moraine. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, lors de ce transport,
dans un cours d'eau, on va pouvoir avoir différents comportements de ces particules solides, de ces sédiments détritiques. On avait vu déjà le diagramme de Holmstrom qui décrit du coup ces comportements, avec des particules qui sont posées au fond et qui ne bougent pas, avec des particules qui sont mises en mouvement si elles étaient déjà en mouvement, et puis avec des particules qui étaient immobiles et qui sont mises en mouvement et qui vont être transportées, donc érosion-transport. Je vous rappelle que le comportement va dépendre à la fois de la vitesse du courant, évidemment, mais aussi du diamètre du grain, autrement dit de la granulométrie, de la taille des particules. Et puis, on avait vu aussi qu'il existait différents types de déplacements selon d'ailleurs la taille, que les plus grosses roulaient ou glissaient, que les tailles intermédiaires sautaient et que les plus petites, comme les siltes et les argiles, elles étaient en suspension. Donc ça, on avait vu dans le premier chapitre. Alors la notion nouvelle ici, dans cette partie-là, c'est la notion en fait de niveau d'équilibre. En fait, le niveau d'équilibre, là, en fin de compte, vous avez une coupe le long d'un cours d'eau. Donc il faudrait imaginer en fait que le trait noir, en tout cas le trait qui est noir, là, c'est le profil topographique. Donc là, vous êtes au-dessus du niveau marin. Donc vous avez vous êtes sur le continent au sens du géographe, donc les terres émergées. Et puis à un moment donné, on arrive ici au niveau de la plage, avec ici du coup le niveau marin. Donc là, vous êtes passé dans le domaine océanique pour les géographes. Du coup, le long de cette pente, on va avoir du coup un cours d'eau qui va s'écouler, qui s'écoule vers le niveau marin, dans le sens des altitudes décroissantes. Donc ici, vous avez en fait en ordonnée l'altitude et ici la distance horizontale. Et en fait, à un moment donné, notre fleuve, il peut avoir des portions qui vont être en érosion et d'autres portions qui sont en sédimentation. Et si on ne bouge pas, à un moment donné, on va atteindre un niveau d'équilibre. Ce niveau d'équilibre, il est marqué ici par cette ligne bleue. Donc, c'est ce qu'on appelle du coup ce niveau d'équilibre. C'est en fait la position altimétrique le plus bas que peut atteindre en fait ce fleuve si on le laisse évoluer dans un système qui serait inchangé. Donc, des parties vont s'éroder, d'autres parties vont sédimenter, et à un moment donné, tout ça va arriver à l'équilibre. Alors, si on n'est pas arrivé au moment d'équilibre, et si notre profil topographique est au-dessus du niveau d'équilibre, à ce moment-là, toute cette zone-là qu'on a mis en violet, c'est une zone qui, en théorie, va être érodée. C'est-à-dire que c'est une zone où le cours d'eau est en érosion, il va creuser. Donc, il va dégager toute cette matière qu'il va emporter vers la mer. Au contraire, si le profil d'équilibre, si le profil topographique est en dessous du niveau d'équilibre, là, c'est une portion en grise, ou au contraire, là, cette partie du cours d'eau, elle va être en sédimentation, c'est-à-dire que le cours d'eau, il va combler, il va déposer, et il va faire en sorte que le profil topographique va correspondre au profil d'équilibre. Alors, bien évidemment, ce niveau d'équilibre, il va être dépendant du niveau marin, ce qu'on appelle le niveau de base. Vous imaginez, c'est assez simple à imaginer que si je fais baisser du coup le niveau marin, je vais faire du coup baisser aussi le niveau d'équilibre, et du coup, je vais plutôt être dans des parties qui vont être colorées en violette, c'est-à-dire que mon profil topographique risque d'être en majorité, voire même exclusivement au-dessus du profil d'équilibre, et du coup, c'est tout le long du cours d'eau qu'on sera en érosion. C'est d'ailleurs des situations où à ce moment-là, le cours d'eau, il va vraiment éroder fortement, il va s'enfoncer comme ça et s'encaisser et donner ce qu'on appelle des canyons. Alors qu'au contraire, si j'augmente le niveau marin, le profil d'équilibre, en fait, le niveau d'équilibre va augmenter en altitude, et du coup, le profil topographique peut même passer au-dessus, entièrement en dessous du coup, en dessous de ce niveau d'équilibre. Et à ce moment-là, l'ensemble de mon cours d'eau va être
en sédimentation. Donc, en gros, la montée du niveau marin qu'on appelle la transgression et les baisses de niveau marin qu'on appelle les régressions, ça va favoriser respectivement soit la sédimentation, soit l'érosion des cours d'eau. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez bien compris en fin de compte ce schéma? Donc, il faut essayer de bien visualiser. Donc, je vous répète, la géologie, c'est véritablement un exercice de visualisation. Donc, les diapositives, il ne faut pas les voir comme des simples illustrations. Il faut vraiment s'engager intellectuellement, c'est-à-dire se dire, est-ce que chacun des mots qui est présent sur une diapositive, je l'ai bien compris? Est-ce que j'ai bien compris ce qui est représenté? Parce que sinon, vous allez laisser des boîtes noires et ça conduit à toutes les erreurs que j'ai pu constater en fait dans le DS. Est-ce qu'il y a des questions sur ce profil d'équilibre, sur la notion de niveau d'équilibre par rapport à la topographie? C'est bon? D'accord. Donc ici, on va voir du coup, on va décrire un premier du coup. Donc là, on a fait simplement une petite partie théorique sur ce que c'est qu'un courant d'eau, qui va être du coup un agent de transport. Et maintenant, on va faire une petite parenthèse sur le système fluviatile qui est le premier milieu de sédimentation au niveau continental. Donc, système fluviatile, en fait, ça veut dire les cours d'eau. Alors, si je me place au niveau d'un cours d'eau, donc je suis à la diapositive 8, j'ai différentes zones géographiques. C'est ce qu'on appelle la géomorphologie. Donc, il faut être capable de maîtriser ces différentes zones. Alors, ici, vous avez votre cours d'eau qui s'écoule dans ce qu'on appelle un chenal, qui est appelé aussi le lit mineur. L'espace de liberté, ça on s'en fiche, vous pouvez laisser tomber. Donc ça, c'est quand on est en période normale. Quand on est par exemple l'hiver et qu'il a beaucoup plu, à ce moment-là, on va être dans une période de crue et du coup, mon cours d'eau va quitter son lit mineur, quitter son chenal et il va aller envahir ce qu'on appelle la plaine d'inondation. Et si je remonte dans l'histoire à la crue historique, c'est-à-dire la plus forte crue, la limite où il a envahi du coup l'espace géographique, ce sera la limite de son lit majeur et du coup de ses plaines d'inondation. Donc, lit majeur et plaine d'inondation, c'est pas tout à fait pareil. En fait, en gros, le lit majeur, ça comprend la plaine d'inondation plus le lit mineur, autrement dit le chenal. Alors, ce fleuve, en fait, ce cours d'eau, il va déposer des sédiments, des sédiments qui vont pouvoir être déposés au fond du chenal, mais aussi au niveau de la plaine d'inondation au moment des crues. Et du coup, tous ces dépôts fluviatiles, tous ces dépôts de cours d'eau, on appelle ça des alluvions. Et donc, on va avoir, quand on regarde comme ça au niveau d'un fleuve, on va avoir ce qu'on appelle des terrasses alluviales. Alors, par exemple, ici, toute la plaine d'inondation ici, c'est la terrasse alluviale actuelle. Mais là, on observe plus au sommet, située plus haute, une autre terrasse alluviale qui correspond du coup à une terrasse alluviale ancienne. Donc je vous rappelle que dans les cartes géologiques, ces alluvions, ces terrasses alluviales, elles sont notées F pour fleuve fluviatile, dépôt fluviatile, et on les note FZ, FY, FX. En fait, on remonte le temps, c'est-à-dire que la dernière terrasse, la terrasse alluviale qui se dépose actuellement est notée FZ, les alluvions actuelles, et les alluvions qui correspondent à une période passée, on va la noter du coup FZ, FY du coup, et encore plus passée, du coup FX et ainsi de suite. Donc là, une petite photographie pour montrer justement la géomorphologie d'un fleuve. Donc vous êtes ici dans un fleuve scandinave avec des méandres, c'est-à-dire qu'on a un seul chenal comme ça qui va être sinueux. Et du coup, ici, le fleuve, il s'écoule dans le lit majeur, donc dans son chenal. Et sur les côtés, on rencontre du coup les berges. Et quand il est en période de crue, il envahit tout l'espace là qui est vert. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ici, on prend la photo depuis une falaise, que là, on a de nouveau d'un relief, mais en pente un peu plus douce. Et toute cette zone qui va pouvoir envahir en période de crue, c'est son lit majeur.
et on définit du coup la plaine d'inondation, hein, qui est du coup l'espace du lit majeur moins le lit mineur. D'ailleurs, au passage, vous voyez bien il serpente en fait dans cette plaine d'inondation. D'ailleurs, ici, là, on voit qu'on a un bras mort. On y reviendra tout à l'heure. Là, des dépôts fluviatiles en fait sur un fleuve aux Émirats Arabes Unis. Hein, donc ici, eh ben, vous êtes dans un fleuve. Là, vous avez tout le relief qui est la source de particules et d'ions. Hein, et donc, ces particules notamment, eh ben, ils sont justement dans le fleuve. Voilà, c'est une blague. Margot, attention, j'entends. Alors, du coup, ici, là, au fond du fleuve, je me retrouve avec des particules, d'ailleurs relativement grossières. Hein, si vous regardez, alors on n'a pas d'échelle, mais on peut se douter qu'ici, on est dans des choses qui peuvent mesurer plus de 25,6 cm, 256 mm. Donc, il s'agit de blocs. Là, on est par contre sur des petits éléments qu'on arrive quand même à voir au niveau de la photographie. Donc, on serait peut-être sur des éléments qu'on va appeler des graviers. Hein, donc, ça veut dire compris entre une granulométrie entre 256 mm et 2 mm. Et donc ici, bah, c'est les dépôts actuels, hein, c'est les dépôts fluviatiles, les alluvions actuelles qu'on va noter du coup FZ. Et là, vous avez en fait une terrasse. On voit bien qu'on a accumulé aussi des alluvions, mais c'était quand la rivière était plus haute. Hein, donc on est dans le passé. Hein, donc là, on est sur une terrasse alluviale ancienne qu'on va noter du coup FY. Et si on se déplaçait et qu'on en trouve une autre qui serait encore plus haut, et ben on la noterait du coup X et ainsi de suite. Je vous rappelle hein, que justement, on en avait un peu parlé de ça. Hein, c'est que c'était un peu une exception, enfin en partie hein, apparente du principe de superposition, puisque là, ce qui est situé au-dessus est plus ancien que ce qui est situé en dessous, hein, avec les terrasses alluviales, quand on avait fait la chronologie. Alors, ces terrasses, en fait, elles vont prendre différents types. Elles vont pouvoir être soit des terrasses étagées, soit des terrasses emboîtées. Donc, on avait déjà vu cette notion-là. Hein, ici, pour la terrasse étagée, eh ben, on voit qu'on a FZ qui est ici, et on a la terrasse FY qui est au-dessus, mais qui ne repose pas sur FZ. Donc, on voit bien qu'on est à des étages différents. Et du coup, effectivement, on pourrait avoir l'impression que ça fait exception au principe de superposition, mais pas du tout, puisque FY bah, ne recouvre pas FZ à proprement parler. On voit bien que là, il y a un espace où il n'y a pas de recouvrement. Hein, donc, on n'est pas dans une exception du principe de superposition. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est pour cette terrasse étagée, donc on avait le fleuve, hein, à un temps T1. Puis ce fleuve est passé donc il était en érosion, hein, donc il était en train d'éroder. Donc on voit qu'on crée une vallée. Alors elle n'est pas très en V hein, ici. C'est pas une très jolie vallée fluviatile, hein, caractéristique en V et non pas en U. Hein. Ensuite, eh ben, notre fleuve, il est passé en sédimentation. Hein, donc cette portion du fleuve a changé son comportement. Il n'était plus en érosion mais en sédimentation. On peut penser par exemple qu'il y a eu une transgression, une montée du niveau marin, ce qui a du coup remonté le niveau d'équilibre au-dessus du profil topographique. Et puis, baisse du niveau marin, régression, et ben à ce moment-là, le fleuve est repassé en érosion, en comportement d'érosion, et il a du coup érodé toute cette partie-là. Hein, donc, il est ici. Et puis, de nouveau, augmentation du niveau marin, hein, transgression, et du coup, il repasse en sédimentation, et là, il est en train de combler du coup l'espace qu'il avait commencé l'espace qu'il avait érodé. Regardez, là, on dépose du coup les sédiments crème. Donc ici, eh ben, on voit que on a eu une fluctuation du niveau de base, du niveau marin, avec du coup une diminution du niveau marin, ce qu'on appelle du coup une régression qui a conduit d'abord à une phase d'érosion, hein, puis ensuite une remontée du niveau marin qui a créé du coup une phase de sédimentation,
Donc, il faut imaginer que, en fait, autrefois, la terrasse, elle était jusqu'ici. Puis ensuite, on a baissé le niveau marin, donc de nouveau une régression qui a créé du coup une phase de creusement d'érosion ici en vert. Et enfin, on est dans une phase de remontée du niveau marin et une phase du coup de sédimentation ici, la période, et on dépose du coup, on est en train de déposer la terrasse FZ. Est-ce qu'il y a des questions pour ce mécanisme de terrasse étagée? Moi, monsieur, j'ai une question. Comment Oui. on explique que lorsqu'on érode, en fait, l'érosion, elle soit pas identique partout? Enfin, à cause de quel facteur? Comment ça? Ah oui, d'accord. Pourquoi, tu veux dire, par exemple, pourquoi là, quand on a érodé, pourquoi on a gardé ça, ce bout-là, c'est ça? C'est ça. Ouais. Bah, en fait, ça, si tu veux, c'est un peu lié au hasard, hein. Je ne peux pas te dire qu'on va. Ici, on a décidé de laisser ça, mais on aurait pu laisser beaucoup moins, on aurait pu laisser beaucoup plus. En fait, c'est comment comment ton, ton fleuve va s'encaisser. S'encaisser, ça veut dire s'enfoncer. Alors, tu comprends que quand il va éroder, hein, il va éroder, il y a déjà la partie centrale de la terrasse, bah, elle a beaucoup moins de chances de rester que la partie périphérique. Et si tu imagines que ton fleuve, il divague énormément, bah, effectivement, il va pouvoir tout éliminer la terrasse. En fait, dans la réalité, il va toujours en rester des traces, si tu veux. Hein, il ne va pas divaguer complètement pour tout éroder. Hein, mais une fois qu'il a commencé à s'encaisser, eh ben, il ne peut plus aller sur le côté pour aller éroder. Il ne peut pas remonter tu vois, l'altitude pour se remettre ici et éroder. Donc, bon, voilà, il n'y a pas de raison particulière, mais en tout cas, les terrasses, les parties, les alluvions qu'on va laisser, qu'on ne va pas éroder, eh ben, ce sont des alluvions qui étaient sur le côté finalement de la terrasse. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Blandine? Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette terrasse étagée? Donc voilà, donc quand vous avez justement des terrasses étagées, ça veut dire que vous êtes capable du coup de reconstituer une histoire en termes d'évolution du niveau marin, hein, des périodes de régression et de transgression, hein, et vous pouvez refaire du coup des fluctuations du niveau de base. Alors la deuxième type de terrasse, c'est la terrasse du coup emboîtée. Hein, donc là, on voit qu'on a FZ, qui est la terrasse actuelle, qui est en fin de compte emboîtée, hein, dans la terrasse FY. Alors ça va être pareil, hein, on va aussi avoir c'est lié à des fluctuations du niveau de base, hein, fluctuations du niveau marin, régression, transgression. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On est d'abord dans une érosion, hein, donc on crée du coup une vallée. Hein. Donc là, ça veut dire qu'on a un niveau marin qui doit être plutôt bas, hein, c'est-à-dire qu'on était pendant une période de régression, alors qui correspond, alors j'ai oublié de le préciser, mais dans l'ère quaternaire, en fait, quand on fait une glaciation, quand on est dans une période glaciaire, eh ben, on est en régression. Hein, on a un niveau de base qui a tendance à diminuer, voire qui est très bas. Alors que quand on est dans une période interglaciaire comme actuellement, eh ben, on fond la glace du coup qui est sur le continent, ce qui va faire du coup augmenter le niveau marin. Et donc du coup, on va être plutôt en transgression. On va être avec un niveau de base haut. Alors justement, quand on passe dans une période interglaciaire, on va passer en sédimentation et du coup on comble une partie de la vallée. Et puis on repasse en période glaciaire, donc en régression. Et du coup, notre fleuve a creusé, hein, mais on voit bien qu'il a creusé, mais pas complètement par rapport à tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va rester de la terrasse fluviatile au fond. Donc on n'a pas été jusqu'au substrat, au substratum ici, à la roche dure, hein, si vous voulez, à la roche mère, en marron. Et puis, on repasse du coup le niveau marin réaugmente, on passe dans une période interglaciaire, donc en transgression, et du coup on comble une partie, et du coup on se retrouve avec du coup une terrasse actuelle, FZ, qui est du coup emboîtée dans la terrasse ancienne FI. D'accord? Et donc, on a reconstitué du coup ici une période du coup de régression pour creuser la vallée, puis une période de transgression pour combler cette vallée avec la première terrasse marron, puis
puis une période de régression pour creuser du coup cette terrasse, et puis, mais pas entièrement, puis une période de nouveau de transgression pour combler la vallée. Est-ce que c'est compris? Est-ce que vous avez des questions sur le mécanisme d'une terrasse? Donc, il faut savoir, voilà, si on vous donne une coupe, ou même si on vous donne une carte, et ben justement de discuter, est-ce qu'il s'agit d'une terrasse étagée ou est-ce qu'il s'agit d'une terrasse emboîtée? Et ensuite, comment on peut l'expliquer? Qu'est-ce que ça traduit en termes de variation du niveau marin, ce qu'on appelle la variation du niveau de base? Est-ce qu'on est dans des transgressions, régressions, etc. Pas de questions? Alors, revenons du coup à notre géomorphologie de notre cours d'eau. Donc là, on avait vu justement un cours d'eau avec le chenal, qui est le lit mineur, le lit majeur, la plaine d'inondation, les berges. En fait, quand on regarde depuis alors je vais prendre d'ailleurs les photos, quand on regarde du coup depuis un avion, des vues, eh ben, on peut voir que les cours d'eau peuvent prendre des formes très différentes. Alors, dans les plaines, eh ben, on a des cours d'eau qui sont extrêmement sinueux, ce qu'on appelle les cours d'eau en méandre. Et par contre, quand on est assez proche des montagnes, regardez, vous avez les montagnes qui sont au fond là, et ben, vous avez des cours d'eau, mais des cours d'eau avec ce qu'on appelle des réseaux en tresse, des chenals en tresse, alors que là, c'est un chenal en méandre. Alors en fait, les deux types principaux, il y en a trois en réalité, mais il y en a un qui est quasiment extrêmement rare, c'est le chenal rectiligne. Donc du coup, je vais le laisser de côté. Donc les deux types de cours d'eau, c'est le chenal en tresse et le chenal, c'est les cours d'eau avec un chenal en tresse et les chenals en méandre. Alors le chenal en tresse, on appelle ça aussi anastomosé, c'est son autre nom. Et là, on dit méandriforme, ça veut dire qui porte des méandres. Donc, le chenal, il est occupé dans le chenal en tresse par des bancs de sable, la plupart du temps, des bancs ou de galets d'ailleurs, des bancs longitudinaux qui va du coup créer comme ça un réseau anastomosé de filets d'eau, enfin de zones d'eau. Donc, c'est ce qu'on appelle du coup le chenal en tresse. Là, au contraire, on a un seul chenal qui n'est pas subdivisé et qui est très sinueux et qui correspond, du coup, chacune des parties courbées correspond à ce qu'on appelle un méandre, donc chenal en méandre. Alors, cette géomorphologie, en fait, elle est associée, si je reviens, elle est associée en fait étroitement à deux choses, à la pente et à la charge particulière du cours d'eau. Si je prends deux cours d'eau qui ont la même charge particulière, c'est-à-dire la même quantité de particules transportées, et ben la géométrie en tresse, c'est-à-dire celle-ci, elle est favorisée par une pente raide. C'est-à-dire, en gros, s'il y a un vrai dénivelé altimétrique. Donc, en gros, si j'ai une topographie qui est pentée, qui va avec justement la présence de chaînes de montagne, et ben, je vais favoriser du coup les réseaux en tresse. Alors, à une pente égale, donc ça veut dire la même pente topographique, et ben, la géométrie en tresse, elle va être favorisée par une charge particulière élevée. Vous voyez bien que là, dedans, il y a énormément de particules. D'ailleurs, ils constituent des bancs longitudinaux. Là, c'est sûrement des bancs plutôt, à mon avis, de sable que des bancs de gravier. Mais ça pourrait être des bancs de gravier. Donc, en gros, plus la pente est importante, plus la charge sédimentaire, enfin particulière, est importante, et plus mon cours d'eau sera de type chenal en tresse plutôt que chenal en méandre. En fait, globalement, si vous avez un cours d'eau en tresse, avec un chenal en tresse, c'est un cours d'eau qui est plus proche des reliefs. Et ces reliefs, bien évidemment, génèrent une pente et sont source aussi de particules. Donc, ça va bien avec ce qu'on a raconté. Donc, le fait qu'il y a comme ça une chaîne de montagnes, ça va générer une pente importante. Ça va apporter beaucoup de particules dans mon cours d'eau et mon cours d'eau va acquérir une géomorphologie avec un chenal en tresse. Au contraire, si je m'éloigne de ma chaîne de montagne et que je passe dans la plaine, dans un bassin continental,
dans une plaine, comme le bassin de Paris, et ben, pour la Seine, et ben, vous vous retrouvez avec un fleuve comme la Seine qui va être très serpenté, très sinueux. Et ben, on est loin des montagnes, donc on est loin de la source des particules. On a aussi, on est sur une zone qui est plate, donc il n'y a pas de pente topographique. Et ben, on se retrouve du coup avec des cours d'eau, avec un chenal en méandre. Et donc, voilà. Alors, je vous ai mis en remarque, il faut quand même faire une petite remarque, c'est que bien évidemment, l'homme, pour contrôler la divagation et, de ces cours d'eau et aussi pour contrôler bien évidemment les crues, à canaliser en fait certains cours d'eau. Donc, il y a certains cours d'eau qui ont des aspects artificiellement rectilignes, mais ce n'est pas du tout un aspect naturel. Alors, si je reviens au niveau d'un méandre, mais ça pourrait être aussi au niveau d'une anastomose du réseau en tresse, comme ça, au niveau en gros d'une courbure d'un chenal, eh ben, on va distinguer deux types de berges, la berge d'érosion et la berge de sédimentation. Donc, en avant de la berge qui est convexe, donc ici, regardez, alors vous faites attention parce que c'est assez compliqué. Là, je suis dans l'eau, donc la berge, on est d'accord que je suis sur la terre ferme. Quand je suis sur la berge, je n'ai pas les pieds dans l'eau. Et ben, si je prends la berge qui est la berge qui est convexe. Alors convexe, ça veut dire sous forme de bosse. Donc si je prends la berge qui est convexe ici, et ben, alors qu'ici ce serait la berge qui serait concave. Et ben, la berge, je me demande si je ne me suis pas trompé. D'ailleurs, je vais vérifier sur mon cours. Mais ici, la berge qui est ici, et ben, en fait, il faut voir, en fait, il faut que vous imaginiez que si j'ai deux molécules d'eau qui sont ici et qu'elles sont toujours les unes à côté des autres, et ben, pour faire cette distance-là, elle va le faire en fait avec oui, excusez-moi. Deux molécules d'eau qui sont ici. Si je le prends à un temps au temps T1, au temps T2, elles seront ici. Elles seront l'une aussi encore à côté de l'autre. Et ben, à ce moment-là, ça veut dire que cette molécule-là, entre T1 et T2, elle a parcouru que cette distance-là, alors que cette molécule-là, elle a parcouru une grande distance. En fait, quand vous êtes sur le côté comme ça, sur le côté, bah, c'est un peu, vous allez avoir une vitesse en fait beaucoup plus importante, alors qu'ici, vous aurez une vitesse qui sera beaucoup moins importante. Donc, en gros, ici, bah, comme le courant est beaucoup plus rapide, et bah, ça va être cette berge-là, elle va avoir tendance à s'éroder. Alors qu'ici, au contraire, comme la vitesse va être plus lente, et bah, ici, on va plutôt faire une sédimentation. Je vous renvoie au diagramme de Hirschsprung. Quand le courant augmente, et bah, on voit bien que si j'augmente la vitesse du courant, je vais vers de l'érosion. Alors qu'au contraire, quand je vais vers une vitesse du courant qui diminue, je vais vers du dépôt. Le dépôt est favorisé. Vous voyez bien que la zone grise, elle devient de plus en plus importante. Et la zone grisée foncée qui correspond à l'érosion, elle est localisée en haut pour des vitesses qui sont importantes. Donc ici, si je reviens du coup à mon méandre, et bah ici, donc sur ma berge ici, alors pour moi du coup c'est ma berge qui, ouais, mais c'est vrai que c'est compliqué. Enfin bon bref, vous avez compris. Cette berge ici, en fin de compte, et bah c'est une berge qui va du coup être une berge d'érosion, et ici ça va être une berge de sédimentation. Alors, ce qui va se passer, c'est que si je prends cette diapositive-là, donc je suis à la diapositive 17, et ben là, regardez, j'ai un cours d'eau qui est légèrement sinueux. Et puis, bah, du coup, cette berge-là, qui est du coup convexe, et ben, elle va subir du coup un phénomène de sédimentation, alors que cette berge-là, qui est concave, va subir du coup une érosion. Et du coup, bah, cette berge, elle va avoir tendance à se déplacer vers cette zone-là, alors que cette berge-là, puisqu'elle va être en sédimentation, elle va se déplacer dans ce sens-là. Et en fin de compte, vous voyez bien que la sinuosité s'accentue, et nos,
nos méandres sont de plus en plus accentués, sont de plus en plus courbés. Et à la fin, bah, vous vous doutez bien que ces deux zones-là, elles sont en train de se rapprocher. Donc l'eau, bah, à un moment donné, elle va aller au trajet le plus court, c'est-à-dire qu'elle va passer par là. Hop. Et du coup, ici, mon méandre, bah, il devient du coup un bras mort. Et puis, bah, on va recommencer le processus, c'est-à-dire que cette partie-là de la berge va se déplacer là, celle-ci ici. Cette partie-là de la berge va se déplacer là et ici, et on va recommencer à accentuer du coup la sinuosité des méandres et reconduire du coup de refaire des bras morts. Donc c'est ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire que à l'origine, alors je ne sais pas dans quel sens ça s'écoule, mais à l'origine on devait avoir quelque chose enfin, le cours d'eau passait comme ceci, et puis à un moment donné, bah, hop, il a abandonné du coup ce méandre et a repris du coup un chemin plus rectiligne, moins sinueux. Alors, une très jolie image satellitale d'un fleuve justement dans le nord de la Chine, et vous voyez bien bah, que ce fleuve, il divague. On voit tous les bras morts là, on voit bien qu'il divague dans une grande zone qui correspond du coup à sa pleine dimension, enfin, à son imageur. Et là, ce que vous voyez, vous en bleu, là, c'est du coup le lit mineur. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, sur le fait des méandres avec du coup, donc ça vous devez savoir localiser, enfin quelle est la marge, la berge de sédimentation et la berge d'érosion. Alors regardez, on le voit bien ici, vous voyez bien qu'ici bah, on dépose, on voit bien qu'il y a des bancs de sable, donc ça c'est la berge de sédimentation, d'ailleurs elle a une pente qui est douce, alors qu'ici ça va être une pente beaucoup plus abrupte. Un peu comme ici, vous voyez bien qu'il y a un escarpement. Et ben ça, ce sont des berges d'érosion. Alors que vous voyez bien que de l'autre côté, on a de nouveau une barre sableuse. Donc ici, c'est une berge de sédimentation. Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il y a des questions sur berge d'érosion, berge de sédimentation avec et les histoires de bras morts? Alors, dernière petite partie. Et ben, maintenant, on va parcourir du coup le système fluviatile depuis justement la chaîne de montagne jusqu'à l'océan. Et ben, au niveau d'une chaîne de montagne, au pied des reliefs, donc là, vous avez en fait le pied des montagnes. Et ben, vous allez avoir ce qu'on appelle des cônes alluviaux. Donc là, vous avez un très joli cône alluvial. C'est-à-dire que on a des torrents qui dévalent du coup les montagnes et qui vont apporter du coup des sédiments qui vont s'accumuler comme ça sous forme d'un éventail. Et bah, du coup, ce sont ce qu'on appelle un cône alluvial ou des cônes alluvions. Et alors, pourquoi ils se déposent? Parce qu'à ce moment-là, bah, vous commencez la vallée en dessous. Ici, vous êtes sur la pente le relief des chaînes de montagne. Et donc, à ce niveau-là, bah, il y a une rupture de pente. Donc, entre une pente qui est très abrupte au niveau des chaînes des montagnes et une pente qui est beaucoup plus douce au niveau de la vallée, et ben, du coup, ça diminue du coup la vitesse du courant et ça provoque un dépôt des plus grosses particules. Regardez un beau cône alluvial. On voit bien que ce sont des gros blocs. Vous avez ici des sapins pour vous donner l'ordre d'idée, une ordre d'échelle. Donc, vous avez là des blocs qui font largement plus que 256 mm. Donc, vous avez des blocs qui sont d'ailleurs encore un peu anguleux parce que du coup, ils n'ont pas subi beaucoup de transport encore puisqu'ils viennent de la montagne ici. Et vous avez sûrement aussi des graviers essentiellement. Donc, des graviers et des blocs, donc des gros. Donc ça veut dire que le milieu il est très énergétique puisque les argiles, les sables, les siltes ne se sont pas déposés. Ça veut dire que du coup, quand ce fleuve, quand il y a la fonte de la glace et que vous avez de l'eau qui parcourt ici, et ben ça dévale, c'est des torrents. C'est pas un gentil cours d'eau où des petites particules pourraient se déposer. Et donc, du coup, ici, un petit schéma pour montrer la géomorphologie d'un cône alluvial. Donc là, vous avez les chaînes de montagne avec des bassins de réception des particules issues de l'altération et de l'érosion. Et puis, on transporte et au pied de la montagne, et ben, on dépose ce cône alluvial qu'on appelle aussi cône de déjection. Et puis, ensuite, on va avoir un cours d'eau qui parcourt du coup la vallée et qui peut reprendre une partie du coup des
sédiments du cône alluvial. Alors, les cônes alluviaux, ils vont se superposer et ils répondent au principe de superposition. On voit bien que celui qui est recouvert par tous les autres, c'est le 1, puis ensuite le 2 et ainsi de suite. Est-ce que ça va pour les cônes alluviaux? Donc ça, si vous voulez voir des cônes alluviaux, il faut aller du coup au niveau des chaînes de montagne, donc par exemple au pied des Pyrénées ou au pied des Alpes. Alors ensuite, si je m'éloigne un peu des chaînes de montagne, je vais me retrouver du coup avec des cours d'eau, un classique. Alors d'abord, ils auront du coup un aspect en tresse, comme ici. Et puis ensuite, plus loin, ils auront un aspect en méandriforme, en forme de méandre. Et au niveau de ces méandres, on va pouvoir voir un granoclassement. Alors déjà, on ne voit pas très bien, mais en réalité, si vous regardez les noms, ici, vous allez retrouver des galets, et non plus des graviers. Ça veut dire que le transport il a été beaucoup plus long. Et comme il a été turbulent, du coup, les éléments ont été émoussés, ont été usés par les chocs. Les graviers se sont entrechoqués et ça les a érodés et donné du coup des particules plus arrondies des galets. On a du sable, on a des siltes, on a des argiles, donc on voit bien qu'on est dans une granulométrie qui est beaucoup plus petite que la granulométrie des cônes alluviaux. On voit aussi qu'on a une répartition de cette granulométrie, puisque dans le chenal, on va trouver des galets et des sables, donc les galets au-dessus de 2 mm de diamètre jusqu'à 256 mm, les sables entre 2 et 62,5 micromètres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du coup les dépôts de chenaux. Ensuite, on a les dépôts de berges, donc comme ici, avec des barres sableuses qui sont ici. Donc on ne va plus retrouver les galets, mais on va trouver plus maintenant que le sable, donc des particules qui sont entre 2 mm et 62,5 micromètres. Et puis ensuite, dans la plaine d'inondation, au moment des crues, vont venir envahir des eaux un peu boueuses, constituées de siltes d'argile, qui vont se déposer au niveau de la plaine d'inondation. Donc là, si je regarde ma plaine d'inondation, ici, j'ai des couches du coup de siltes et d'argile. C'est ce qu'on appelle les dépôts de plaine d'inondation. Donc on voit bien que au centre du chenal, je vais avoir des graviers, puis des galets, excusez-moi, ensuite des sables, et puis vers la plaine d'inondation, j'aurai des siltes et des argiles. Je vous rappelle que les siltes, c'est entre 62,5 micromètres et 2 micromètres, et les argiles, c'est plus petit que 2 micromètres. Donc en gros, on a un granoclassement. Un granoclassement, je vous rappelle, une organisation selon la taille des particules, et c'est un granoclassement décroissant en s'écartant du coup du centre du chenal. Ça veut dire que la taille des particules, des sédiments, diminue quand je m'éloigne du chenal. Puis, si je continue mon cours d'eau, je vais me rapprocher de la mer et je finirai par avoir, alors c'est le cours d'aujourd'hui, donc on va juste regarder les photos, je finirai par avoir une embouchure, alors soit un delta, comme ici, soit un estuaire, comme ici, l'estuaire de la Loire. Et donc, au niveau de ces estuaires et de ces deltas, on aura à la fois une sédimentation fluviatile, essentiellement alors un peu d'argile, mais de sable, mais surtout du coup des siltes et des argiles, et qui seront en plus mêlées. Cette sédimentation fluviatile, elle sera aussi influencée par la mer, plus ou moins, surtout pour les estuaires. On aura du coup une sédimentation dite fluvio-maritime, de sable, de silt et d'argile. Donc en gros, je vois bien que si je me place sur un cône alluviaux, j'ai des grosses particules. Dans les cours d'eau en méandre, j'ai des plus petites particules. Et quand je serai dans les estuaires, vous prenez l'estuaire par exemple de la Loire, c'est vraiment que de la boue, donc quasiment que des argiles et des siltes. Vous avez encore des plus petites particules. Ça veut dire qu'au cours du système fluviatile, vous avez aussi un granoclassement avec des particules qui sont très grosses dans la partie proximale, par rapport aux chaînes de montagne qui sont la source des particules, et par contre des particules qui sont très fines dans les parties distales, c'est-à-dire loin de la source de particules qui est la chaîne de montagne, donc au niveau des estuaires. Est-ce qu'il y a des questions ?
Pas de questions? Donc, du coup, aujourd'hui, bah, vous allez voir, vous allez devoir traiter des figures, ça va vous donner des liées au cours d'eau, au courant d'eau plutôt. Et du coup, vous avez pas mal de diapositives. Donc, il faut vraiment, hein, j'insiste bien, se poser sur les diapositives et bien imaginer ce que c'est. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que sur un autre exemple, je pourrais reconnaître les différentes parties? Est-ce que je pourrais bien identifier ces objets? Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, vraiment se poser des questions.